Le cinéma parlant, l'émission sur un cinéma qui vous parle et dont on parle, présentée par Lynn Toubiana, 2 mardis par mois de 21h05 à 22h sur Judaïque FM. Bonsoir chers auditeurs, nous commencerons l'émission ce soir par 2 documentaires, Dasskind de Jonathan Lévy et Au nom de la race et de la science, Strasbourg 1941-1944 de Sonia Rollet, Axel et Tancrède Ramonet. Jonathan Lévy est là, accompagné de son producteur et co-scénariste André Micot, et c'est Tancrède Ramonet qui s'est dévoué pour venir ici parler du documentaire Au nom de la race et de la science. Bonsoir à tous les 3. Bonsoir. Votre mère, André Micot, dit « Nous étions fiers en tant que juifs d'être capables de défier les Allemands ». Alors, défier les Allemands, la barbarie nazie, tel a été effectivement le combat courageux et exceptionnel de Irma Micot, dont ce beau documentaire très émouvant, Dasskind, fait le récit. Alors, Irma Micot, qui est née en 1914 à Czernowitz, en Bucovine, dans ce qui était encore l'Empire austro-hongrois. Alors, vous qui êtes producteur, scénariste et intervieweur de ce film, comment est née l'idée de ce film, de cet enfant, Dasskind ? Au départ, ce n'était pas un film que j'avais en tête. Au départ, il s'agissait en fond de raconter l'histoire de la vie de maman, et je pensais plutôt le faire d'une manière, sous la fibre. Et puis, il y a une rencontre qui s'est faite. Ça, c'est le hasard des circonstances. Un jour, je me suis retrouvé en face de Jonathan, qui à l'époque avait 25 ans, qui était un jeune futur metteur en scène. Et sa passion, c'était, en tout cas à l'époque, de recueillir le témoignage des personnes âgées. Donc, moi, je voulais raconter l'histoire de la vie de maman. Lui, il s'intéressait au témoignage des gens âgés. On s'est mis autour d'une table et puis on s'est dit peut-être qu'on pourrait faire un film. Voilà. Alors, à cette occasion, il a fallu créer une petite société de production, ce que j'ai fait. Et puis, on s'est attaqué au scénario. Et puis, on a découvert ce que c'était de faire du cinéma en faisant Dasskind. Alors, votre film se déroule en 3 temps, Paris, Bucarest et Czernowitz. Alors, tout d'abord à Paris, où elle raconte qu'à Paris, en 1941, c'est ça, elle intègre le TA, c'est-à-dire le travail allemand, et son travail consiste, avec une quinzaine de femmes juives comme elle, et germanophones, d'aborder des soldats allemands et de les rallier à la résistance. C'est incroyablement périlleux. Oui, alors les dates ne sont pas exactement celles-là, parce que jusqu'en juin 1941, c'est-à-dire jusqu'à l'attaque des nazis sur la Russie, il y avait ce qu'on appelle le pacte germano-soviétique, et donc les communistes n'étaient pas dans une phase active de résistance. À partir de juin 1941, effectivement, l'ensemble des militants communistes, et maman faisait partie de ce mouvement-là, parmi un groupe qui était celui des Roumains, qui étaient en France à l'époque, ils se sont mis à faire la résistance. Elle a fait pendant à peu près une année un travail de résistance dans la MOI, et à l'issue de cette période, donc en 1942, elle est rentrée dans ce qu'on appelait le TA, le travail allemand, et ce travail allemand, effectivement, est peu connu. Enfin, en tout cas, il est peu connu aujourd'hui. Ça consistait effectivement à envoyer, en tout cas à Paris, essentiellement des femmes, qui pour l'essentiel étaient des femmes juives, parce qu'il s'agissait de femmes qui maîtrisaient parfaitement la langue allemande, de les envoyer au contact avec des soldats pour essayer de les retourner, à la fois de leur communiquer des renseignements, d'obtenir des renseignements, mais aussi d'essayer de les gagner à la résistance. Et ce qu'elle raconte dans cet épisode qui se passe au cours d'un festival de cinéma à Grenoble, c'est qu'ils ont effectivement, sur Paris, avec une quinzaine de femmes, réussi à contacter plusieurs centaines de soldats. Et sur ces plusieurs centaines, il y en a une douzaine qui ont basculé dans la résistance. Quelques-uns, y compris un de ceux que l'on voit dans le film, a pris part à la libération de Paris, les armes à la main.
Oui, ce fameux Hans. Hans. Oui. Alors justement, parlez-nous de ce soldat allemand que votre mère retrouve à Paris 60 ans après. Ben ça, c'est le miracle du film, parce que quand on a commencé à construire le scénario avec Jonathan, on est évidemment arrivé à cet épisode de la Résistance, et le hasard a fait que l'historien qui organise le festival des films sur la Résistance à Grenoble connaissait une autre personne qui a fait ce travail allemand, non pas à Paris mais à Bruxelles. Cette personne vit toujours d'ailleurs à Berlin. Maman l'a contactée et en discutant avec elle, elle a appris que des soldats allemands qui avaient participé à la Résistance vivaient toujours. Et en particulier, quand elle a cité les quelques noms dont elle se souvenait, ce fameux Hans Eisel, il vivait à Francfort. Donc on a décroché le téléphone, on l'a appelé, il est tombé de l'armoire, évidemment, il avait 87 ans à l'époque. On lui a dit, tu veux venir à Paris, passer 3 jours. Il a sauté dans le train, même si il était déjà un peu âgé, il avait des problèmes de santé. Et voilà, on a imaginé une scène qui permettait, de retrouver ce qu'avait été leur contact pendant la guerre. Donc c'est un épisode du film qui est assez intéressant et qui a été rendu possible par le fait que Hans vivait encore à l'époque. C'était en 2008. Malheureusement, il est décédé en 2012, donc il n'est plus parmi nous. Mais je dois dire que pour moi, qui connaissais parfaitement cette histoire, cette rencontre a été assez fascinante. Et la discussion entre maman et lui, c'est un des moments qui m'a personnellement le plus bouleversé, parce que je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de documents où on voit un ancien soldat allemand et une résistante juive qui se racontent leurs souvenirs de résistance contre les nazis. Oui, c'est assez fort. Alors vous partez ensuite tous les deux à Bucarest, à la recherche du passé militant d'Irma, mais aussi de son passé très romanesque. Alors oui. Comment ça se... C'est ça, l'idée du film, ça c'est Jonathan qui l'a construit comme ça. L'idée c'était de remonter le temps. On s'est concentré sur la période de la vie de maman qui était avant la naissance de ses enfants, mon frère et moi, et donc de remonter dans le temps. Donc on part de la guerre et on remonte à travers les années de militance à Bucarest jusqu'à son enfance à Tchernowitz. Et c'est l'occasion, en fait, à la fois de raconter ce qu'était le militantisme communisme dans la clandestinité pendant la période antifasciste dans les années 30, mais au-delà de ça, c'est aussi l'occasion de raconter quelque chose qui est assez mal connu, c'est-à-dire la Shoah roumaine, qui est assez bien documentée. Il y a en particulier un avocat juif qui a vécu la Shoah roumaine et qui a écrit tout de suite après la guerre, il s'appelle Matatias Karp, un récit très précis sur ce qu'a été la Shoah roumaine, mais il se trouve que le régime communiste socialiste roumain qui s'est installé en 1944 et qui a vécu jusqu'en 1989 avec la chute de Ceausescu, comme dans toutes les démocraties entre guillemets socialistes, n'a pas fait un récit de ce qui s'était passé pendant la guerre de façon très précise, ce qui fait que la Shoah roumaine est mal connue, et le film, je pense, contribue à la faire connaître. Voilà, et donc la troisième et dernière étape du film, c'est celle de Czernowitz, où il est question justement de cette Shoah tout à fait particulière. Oui, parce que Tchernowitz, c'est la capitale d'une ancienne province autrichienne qui s'appelle la Bucovine, qui est aujourd'hui partagée entre la Roumanie et l'Ukraine. Tchernowitz est en Ukraine, d'ailleurs aujourd'hui, c'est à 10 km de la frontière de l'Europe, en fait. Hein. Mm-hmm. Et ça a été un endroit où l'Empire austro-hongrois a construit, je dirais, une annexe de l'Autriche. Et lorsque maman est née en 1914, on peut dire que c'était l'Autriche. Oui. Les gens parlaient allemand et la culture était vraiment totalement allemande, avec une contribution des Juifs de la Bucovine qui était évidemment essentielle. Donc c'était des Juifs qui vivaient l'émancipation dans un contexte qui était germanique, contexte de l'assimilation. Et après la guerre de 14, cette province est devenue roumaine. En 1918 ? En 1922, très précisément. Oui. C'est-à-dire que c'était une des conséquences du traité de Trianon, qui a rattaché à l'ancienne Roumanie à la fois la Bessarabie, la Bucovine et la Transylvanie. Donc en 22, donc, maman avait à l'époque 7 ans. Du jour au lendemain, il a fallu que tout le monde apprenne le roumain. Et maman a des histoires assez extraordinaires là-dessus, puisqu'elle avait une sœur qui avait 10 ans de plus qu'elle, et elles ont appris le roumain ensemble à l'école. Donc, c'était pas simple, mais en tout cas, ce problème de l'assimilation de minorités dans la Roumanie d'avant-guerre était un problème
assez important dont on parle dans le film. Et il y avait des minorités de tous les côtés. Et tout ça s'est terminé finalement en 1940-41, lorsque les Allemands ont envahi l'Est. Tout ça a été balayé. Et la Bucovine, qui était donc une acquisition récente de la Roumanie, a fait partie de ces territoires où les Roumains ont pratiqué l'extermination des Juifs. Et c'est ce qu'on raconte. Oui, c'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire qu'en 1941, lorsque votre mère rencontre à Paris son deuxième mari, donc Julien Micot, votre père, eh bien, qui étaient tous les deux FTP-Moy, eh bien, toute la famille de votre mère était exterminée par le gouvernement roumain lui-même. C'est-à-dire que c'est vraiment le gouvernement qui s'est chargé de l'extermination des Juifs et non les Allemands. En fait, la famille, ça c'est un peu en dehors du film, mais la famille a été dispersée au moment de la guerre de 14. Donc une partie de la famille, effectivement, de maman a disparu dans la Shoah, mais pas uniquement en Bucovine. Il y en a qui étaient à Paris et qui ont été déportés à Auschwitz. Il y en a qui étaient à Prague ou à Vienne et qui ont fini à Theresienstadt ou qui ont été tués simplement. Donc effectivement, il y a eu beaucoup de morts dans la famille, mais pas tous en Bucovine, parce que la famille s'est dispersée, encore une fois, après la Première Guerre mondiale. Alors, Jonathan Lévy, votre défi à vous, en tant que réalisateur, a été justement de conjuguer ces deux dimensions historiques dont nous venons de parler et humaines à travers des images d'archives, des gros plans de visage, etc. Et je dois dire un portrait de femme très attachant. Il faut dire que vous aviez une matière en or ici, puisqu'elle crève l'écran, Irma Micot. Oui, c'est vrai que... En fait, je ne l'ai pas rencontré. Je l'ai rencontré d'abord à travers le récit que m'a fait André. C'est vrai qu'elle-même, en tant que personne aujourd'hui, elle est vraiment une femme exceptionnelle, pleine d'énergie, avec une mémoire exceptionnelle. On le voit dans le film, oui. Et on la voit jouer du piano de manière extraordinaire. Et ça m'a tout de suite captivé, effectivement. Mais ce qui m'a intéressé aussi, c'était de filmer cette relation entre... Irma et son fils, donc André, et de les laisser échanger, parler entre eux, de garder cette intimité. Et ensuite, dans le processus de fabrication, j'ai rajouté Sarah, donc la fille d'André, la petite fille. Et c'est comme ça qu'on retrouve les trois générations qui s'expriment dans le film. C'est vraiment un dialogue de trois générations. C'est vous qui avez eu l'idée d'introduire Sarah ? Oui, il se trouve que après avoir tourné les scènes en Roumanie, en Ukraine, j'ai senti qu'il manquait quelque chose au film, un liant et quelques informations pour que le spectateur se retrouve. Et plutôt que de mettre une voix off, je me suis dit il faut trouver quelque chose de plus créatif. Et il se trouve que Sarah, à l'époque, faisait du théâtre en amateur et elle faisait de l'impro. Et donc je lui proposais de venir dans le film et naturellement elle a accepté et ça s'est fait comme ça. Alors, ce qui frappe dans le portrait de cette femme, qui est une combattante, une grande combattante, c'est son esprit critique, sa très grande lucidité, sa dérision, son esprit de dérision. Oui, moi, ça m'a tout de suite frappé. Elle n'hésite pas... Elle a un regard rétrospectif vraiment lucide sur son passé. Elle ne renie pas son passé, mais elle est critique dessus. Elle accepte les erreurs. Elle accepte de considérer que peut-être c'était un égarement. Comme elle parle de son militantisme à Bucarest, elle dit on était des jeunes adolescents, on faisait ça un peu inconsciemment, comme ça, on était très enthousiastes. Mais finalement, c'est grâce à ce militantisme qu'on a pu être actifs pendant la résistance à Paris. Donc, elle ne renie pas, et elle voit les aspects positifs et négatifs. Tout à fait. Et ce qui frappe aussi, c'est la richesse identitaire de cette femme, parce que c'est une femme aux identités multiples, autrichienne, roumaine, française, mais surtout juive et européenne. Alors, en tant que femme juive, comment appréhende-t-elle son identité juive ? Je m'adresse au fils, André Micot. Elle sort d'un milieu juif très assimilé. Et elle-même était dans une démarche, je dirais, plutôt de sortir du judaïsme, dans la mesure où, quand on choisissait le communisme dans les années 30, à un moment donné, on évoque la Palestine, le Yishuv et le sionisme. Et elle dit, il y avait énormément de juifs à Bucarest qui militaient avec moi, et il y en avait très peu qui étaient sionistes. En d'autres termes, dans cette génération qui était influencée par le mouvement d'émancipation,
c'est vrai que l'idée de construire un État juif n'était pas du tout présente. Il n'y avait pas cette vision-là. Il y avait plutôt la vision de résoudre le problème juif qui existait en Europe de l'Est par l'internationalisme. Donc ça, c'est l'égarement, ça, c'est l'illusion. Et je pense que toute cette génération a été confrontée à la guerre, c'est-à-dire au principe de réalité. Et finalement, je pense que l'identité juive de maman aujourd'hui n'est pas celle qu'elle avait en tête quand elle avait 25 ans. C'est vrai qu'aujourd'hui, elle se sent certainement plus juive que jamais. Je pense que si on l'avait interrogée quand elle avait 25 ou 30 ans, elle n'aurait pas commencé par se définir comme juive, mais plutôt comme militante communiste et comme internationaliste. Alors, il y a de très belles scènes entre votre mère et vous, qui lui posait des questions, toujours avec beaucoup je trouve, de retenue, d'émotion, d'amour. Hein. Ça transparaît beaucoup dans le film, mais aussi avec votre frère aîné, Georges. Et il y a, je trouve, un moment très émouvant où Georges, qui est devenu psychiatre, psychanalyste, dit à sa mère « J'ai toujours eu un sentiment d'insécurité ». Pourquoi ? Parce qu'elle l'avait porté, elle était enceinte de lui en 1944. Oui, il est né voilà. un mois. Donc, il a toujours eu ce sentiment d'insécurité. Et votre mère lui dit, mais quand je te portais, au contraire, j'avais un sentiment de sérénité absolue. J'ai trouvé ça très beau, ces deux sentiments. Oui, c'est leur histoire à tous les deux. C'est vrai qu'il est né un mois avant la libération de Paris. Et pour lui, le fait qu'il y a encore eu des convois qui sont partis de Drancy pour Auschwitz après sa naissance, c'est quelque chose de fort qui l'a marqué. Il a été, de ce point de vue, dans une démarche personnelle qui n'était pas la mienne. Moi, je suis né en 1946, donc je n'ai pas le même ressenti, pas le même vécu. Et c'est vrai que dans le film, il y a une scène où Jonathan a capté cette émotion-là, qui est très forte. Mais je dois dire que, en fait, pour mon frère, ce qui était important, c'était pas de faire simplement passer cette émotion, son émotion à lui. Il était surtout attaché à l'idée qu'on rende hommage à ceux de la famille qui ont péri dans la Shoah. Et on a fait un autre petit film qui est consacré à ce sujet-là. Et comme il a fait il y a peu de temps son alia en Israël, la première chose qu'il a faite, c'est de remettre ce film à Yad Vashem, qui raconte justement le destin de ceux des membres de la famille qui ont péri. Et alors, ce film est un film sur la transmission, hein, sur la filiation. C'est un dialogue très émouvant entre ces trois générations. Est-ce que vous pouvez parler du titre Das Kind, Jonathan ? Alors Das Kind, ça veut dire l'enfant en allemand. On a gardé ce titre pour souligner l'origine germanophone d'Irma, qui est née en 14, donc dans l'Empire austro-hongrois, et dont la langue maternelle était l'allemand. Et c'est vrai qu'on garde un certain mystère sur qui est cet enfant, puisqu'on a Irma qui est avec André, qui discute donc avec son fils. Et on pense puis que ensuite, l'enfant, c'est André. Exactement. Et puis Oui. ensuite, on découvre que l'actrice est Sarah, et donc la fille d'André. Donc c'est peut-être elle l'enfant. Et on découvre à la fin que cet enfant, c'est Irma elle-même. Et c'est vrai que c'était quelque chose qu'on voulait garder, parce qu'elle a malgré son âge aujourd'hui, elle a une jeunesse dans son regard et une vivacité qui la caractérise. Et finalement, elle porte ce nom depuis sa plus tendre enfance, puisque comme elle était la dernière de la famille, on l'a appelée l'enfant, et toute sa vie, elle a porté ce nom-là. Et cet enfant, c'est sans doute aussi ce film, hein, cette création commune. Donc merci à tous les deux, André Micot et Jonathan Lévy. Il ne reste plus qu'à souhaiter une longue vie à cet enfant que l'on peut voir donc sur les Champs-Élysées au Balzac à 11h, les 2 derniers dimanches d'avril, c'est-à-dire les 21 et 28 avril. Donc depuis 2010, on peut dire que ce film fait son chemin et qu'il a fait de nombreux festivals. Oui, il a fait plusieurs festivals depuis 2010, l'année où on a terminé le film. Il a gagné le prix du meilleur film au Festival du film européen indépendant à Paris. Bravo. Et il a fait plusieurs festivals à São Paulo, à Washington, à Yerushalayim. Et il est diffusé au cinéma depuis le 24 février au cinéma Le Balzac. Et chaque semaine, ils sont à peu près une centaine de personnes à venir au cinéma. Et à partir de la semaine prochaine, le 24 avril, il sera à Strasbourg, au cinéma L'Odyssée, tous les jours pendant un mois. Voilà, donc chers auditeurs, n'hésitez pas à courir sur les Champs-Élysées au Balzac pour voir ce film Das Kind.